Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute, on réfléchit sur des sujets importants, du moins que je considère importants, pour les gens de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de nos enfants parce que c'est un sujet qui est quand même important, puis je suis pas mal certain que comme vous, si vous avez des enfants, on se pose beaucoup de questions sur l'éducation. Fais-tu la bonne chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différemment? On connaît les problèmes, mais quelles sont les solutions maintenant? On va discuter de ça avec Mélissa Véraud, travailleuse sociale. Bonjour Mélissa. Bonjour Pierre. Tu es travailleuse sociale, tu as une entreprise, donc La Vraie Nature, un service psychosocial qui est basé à Girardville. Avant de commencer à parler des enfants, c'est quoi ton entreprise? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans une entreprise d'un service de psychosocial? Bien, écoute, je vais partir d'un petit peu de mon historique, puis comme ça, ben, on va se rendre là. Fait que ça va avoir une petite ligne conductrice, puis comme ça, tu vas réussir à me suivre. En fait, moi, j'ai fait mon bac en travail social. Fait que j'ai commencé, dans le fond, à travailler à la DPJ comme travailleuse sociale. J'ai commencé en 2006, puis avant ça, je travaillais déjà avec les jeunes contrevenants parce que j'ai fait avant une technique en travail social. OK. Donc, depuis 2006, j'étais travailleuse sociale en protection de la jeunesse. Et j'ai adoré mon expérience. Fait que j'ai travaillé dans le fond avec les enfants, avec les ados, avec les parents. On travaille avec tous les systèmes familiales, à travers de ça, les familles d'accueil, tous les gens qui gravitent autour. C'est un travail que j'ai vraiment beaucoup aimé puis qui m'a vraiment beaucoup enrichi au niveau de mes compétences en tant que travailleuse sociale. Mais ça, c'est ma vie professionnelle, comme mon petit côté à moi professionnel. Sauf que j'ai toute une autre vie, dans le fond, comme en background, parce que je suis aussi agricultrice. Oh, OK. Donc, j'ai une ferme laitière avec mon conjoint. Fait que dans le fond, moi, quand j'étais étudiante au secondaire, je trouvais ça injuste de voir, dans le fond, que mes frères travaillaient sur des fermes, puis ils gagnaient pas mal plus que moi, je gagnais à garder des enfants à 2 piastres de l'heure. Puis, fait que je me suis dit, regarde, moi aussi, je vais aller travailler sur des fermes. Fait que j'ai commencé à aller faire les foins, puis après ça, un voisin a appelé « Ah, Mélissa, ça l'intéresserait-tu de venir travailler chez nous? » Mais moi, je pensais que j'allais faire comme mes frères, faire tous les petits jobs aux côtés, mettre la ripe en dessous des vaches, puis faire boire les veaux. journalier. Mais là, j'arrive là, puis non, là, je faisais la traite des vaches, puis... Mais j'ai fait ça pendant 4 ans. Okay. Fait que j'ai vraiment adoré ça. Fait que j'ai tout découvert, dans le fond, un panel d'agriculture, puis une passion comme transversale à ma passion, dans le fond, de l'intervention sociale. OK. Fait que, puis, dans le fond, mon conjoint est un agriculteur. Évidemment. Fait que, ça l'aide d'avoir une conjointe qui aime l'agriculture. Fait que notre fit a été bon, comme on peut dire. Puis, dans le fond, ensemble, lui a repris l'entreprise de son père. Puis, depuis 2016, en fait, je suis rendue copropriétaire avec lui de l'entreprise agricole. OK. Puis, à travers ça, bien, on a toute une vie familiale aussi. Absolument. C'est ça, parce qu'on a 5 enfants. Oh, quand même. Donc, la plus vieille a 14 ans, la plus jeune a 6 ans. Donc, c'est ça, 4 filles, 1 garçon. Donc, tu comprends que de concilier un rôle d'agricultrice avec un rôle de maman, avec un titre, dans le fond, de professionnel, avec un travail à l'extérieur, c'est beaucoup. Ça commence à être compliqué. C'est ça, exact. Puis quand la pandémie est arrivée, tout s'est complexifié encore plus parce que là, les enfants à l'école à la maison, moi à temps plein au travail à l'extérieur, mon chum tout seul, ça la ferme. Fait qu'à un moment donné, il a fallu rééquilibrer tout ça. Donc, j'ai été absente dans le fond du travail. J'ai pris une année sans solde. Puis, je devais me repositionner à savoir, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à mon travail à l'extérieur ou comment je vois ça? Mais en même temps, je n'étais pas prête à faire tous ces deuils-là parce que j'aime encore l'intervention et j'ai toujours aimé l'intervention. Fait que c'est là, dans le fond, que j'ai pris la décision de dire, je sais ce que je vais faire. Je vais démarrer mon entreprise privée. Donc, je vais démarrer ma pratique chez moi. Je vais pouvoir recevoir des enfants, des ados, des adultes, des couples, aider des familles, comme dans le fond, les compétences que j'ai développées dans le travail que j'avais en protection de la jeunesse, bien, je vais le transposer dans le fond chez moi, dans un cadre de volontariat. OK. Puis, je me suis dit, moi là, je vais venir concilier mes 2 passions. Fait que ce que je fais, c'est que mes interventions, j'utilise tout le contexte, dans le fond, de la ferme, des champs, des boisés, pour faire, mes interventions. Wow! Fait que tu vas voir tantôt, quand on va parler des jeunes d'aujourd'hui, on va particulièrement parler de l'anxiété. Oui, absolument.
Puis l'anxiété, comment on fait dans le fond pour faire face à l'anxiété? Bien, il faut développer le courage. Fait que moi, là, avec mon environnement que j'ai, là, je peux te dire que de recevoir des gens chez nous, particulièrement les enfants, les ados, s'ils ont un intérêt pour les animaux, bien, j'ai une panoplie, dans le fond, de possibilités, de défis dans lesquels on peut aller travailler à apprendre à être courageux. Ouais. Fait qu'on joue aux explorateurs, puis on s'en va apprendre à être courageux. Fait que ça, c'est comme un volet, dans le fond, de mon entreprise là, que j'ai vraiment à cœur. Puis au travers de tout ça, c'est ça, j'ai la chance d'avoir des champs, des bleuetières, d'avoir des boisés. Dans la pandémie, on s'est fait un tipi dans le boisé en arrière de chez nous. Fait que je vais là des fois avec des clients, des fois avec des adultes, avec des jeunes. On fait des feux. Il n'y a rien que... Changer le contexte aussi, ça doit changer la nature des discussions, j'imagine. Bien, c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans un contexte, dans le fond, d'être face à face. Ouais. D'être face à face, d'avoir toute l'attention centrée, dans le fond, sur soi. Ça vient, en fait, on vient beaucoup se vulnérabiliser. Fait que particulièrement chez les ados, par exemple, les ados, tu sais, quand tu es un ado, tu sais, tu as la calotte d'en face avec la capine, puis c'est comme, OK, je veux, tu sais, regardez-moi le moins possible, puis fait que ça fonctionne vraiment bien. Ouais, parce que pendant qu'on fait autre chose, puis avec les enfants aussi, parce qu'un enfant, c'est quand même facile d'entrer en relation, mais un enfant, il faut que tu t'embarques dans son monde, puis il faut que ça soit le fun, il faut que tu t'amuses. Fait que, dans le fond, ce contexte-là fait que l'attention de la personne est rendue divisée. Elle n'a pas l'impression que tout le focus va être mis sur elle, fait qu'elle est occupée à faire autre chose, fait qu'automatiquement, le cerveau vient diminuer, dans le fond, l'anxiété à avoir à présenter une vulnérabilité. Wow. Fait que c'est comme, tu sais, c'est un peu comme avec les ados. C'est pas mal plus facile d'avoir une jase avec un ado pendant que tu es en auto. Ben oui, absolument. Hey, écoute, je le vis à toutes les semaines. Exact. Fait que, tu sais, quelle belle discussion on a avec nos enfants dans l'auto. C'est comme, on est concentré sur la route, on ne le regarde pas physiquement parce qu'on regarde la route, mais en même temps, notre attention est quand même centrée sur le discours. Fait que c'est plus facile, ça présente moins de vulnérabilité. Puis c'est vraiment un des critères au niveau de l'adolescent. Ah, j'aime ça entendre ça parce que moi, mon ado, en tout cas, le vendredi, j'ai comme 30 minutes d'auto à faire avec. Puis on dirait qu'à chaque semaine, je me trouve une thématique ou un sujet dont on veut qu'on discute. Ça peut être de la littérature, plein d'affaires, des émissions qu'ils écoutent. Puis ça a l'air banal, mais je trouve que ça garde les canaux de communication ouverts. Des fois, avec l'adolescence, c'est plus difficile. Là. Ça dépend, j'imagine, des adolescents là, ou des parents. Bien, c'est ça, hein? L'adolescence, c'est une période où est-ce qu'automatiquement, ils vont être plus en opposition à leur environnement. Ils ont besoin de venir remettre en question ce qu'on leur a montré parce qu'ils ont besoin de développer leur identité eux autres. De se définir. C'est ça. Fait que comment on fait pour développer une identité? Bien, tu vas remettre en cause, dans le fond, des choses qu'on t'a montrées. Tu ne voudras pas les prendre pour acquises, tu vas venir les remettre en question. Mais pour des parents, on sait que, c'est quand même assez exigeant. Oui. Non. Moi, pas que j'ai un ado difficile, là, mais ce que je veux m'assurer surtout, c'est de bien l'outiller pour pas avoir à décider pour lui, mais qu'il ait les bons outils pour faire les meilleurs choix possibles, selon moi, en fait. Et puis, garder les canaux de communication ouverts, là, mais c'est pas toujours évident. Ben, écoute, on est déjà dedans. Parlons des enfants, de la condition des enfants. Élever des enfants aujourd'hui, en 2022, c'est pas... Tu sais, moi, j'ai été élevé... En tout cas, j'étais un enfant des années 70-80, fait que veux pas... Mon rapport avec l'éducation ou la cellule familiale a grandi. Là. Je veux dire, moi, j'ai vu le micro-ondes arriver chez nous. À cette heure, écoute, ils ont des téléphones qui ont des technologies hallucinantes. Je commencerai avec ça. Tu sais, comme parent, on se sent, je pense, souvent dépassé ou on veut ancrer notre éducation dans ce qu'on a eu, mais parce qu'à quelque part, on ne connaît pas d'autre chose. Je ne sais pas si je me trompe. Comment on est capable de concilier les deux, de garder les valeurs ou les outils qu'on a le goût de transmettre, mais être aussi à l'écoute de ce que les enfants ont peut-être besoin aujourd'hui ou d'être actuels, en fait, dans notre éducation? C'est pas évident pour un parent, là. C'est ça. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que pour un parent, d'être capable de se positionner pour voir c'est quoi mes repères, c'est quoi mes points de référence. Moi, j'ai été élevée d'une façon X qui a fait de moi un adulte aujourd'hui qui est autonome, qui a eu une vie, dans le fond, qui a été équilibrée, une façon de vivre qui est saine. Donc, c'est sûr que notre expérience va venir influencer la façon qu'on va élever nos enfants. Parce que l'expérience, si on a une expérience positive, on va avoir tendance à vouloir la reproduire. Au contraire. Puis si c'est le contraire, si on n'a pas été satisfait de la façon dont nous, on a été élevés, bien souvent, on va remettre en question ces paradigmes-là. Ouais. Puis on va venir faire des fois le contraire.
quelqu'un qui va reprocher à ses parents d'avoir été trop sévère, ben, va peut-être être très, très permissif. Fait que, tu sais, il va avoir un ajustement qui va se faire, dans le fond, au niveau du parent par rapport à son histoire. OK. Fait que ça, c'est un des enjeux. Mais il y a aussi toute l'évolution de la société. Oui. Qui vient être une variable qui est vraiment importante là-dedans. Parce... Écoute, je veux juste te dire, tu sais, moi, j'ai été élevé en campagne. J'ai été élevé à Vauvert, dans le bois, là, tu sais, il n'y avait rien. Puis avant d'avoir des enfants, je voyais pas comment je pouvais élever un enfant en ville. Fait que je me suis acheté une maison en campagne. C'est niaiseux. Puis là, mes repères sont beaucoup plus faciles pour savoir comment élever un enfant. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je ne saurais pas comment élever un enfant en ville. Pourtant, ça ne doit pas être si compliqué, tu sais. Mais en tout cas, excuse-moi, là, mais... Ben non, mais tu vois, c'est super pertinent parce que, exactement, toi, dans le fond, tu avais des repères qui faisaient partie, dans le fond, de ta façon cognitive de construire. Ah, ben comment je vais faire pour jouer mon rôle de parent? Ah, ben si j'ai une maison en campagne, ben regarde, c'est plus facile. C'est plus facile de contrôler les fréquentations. Mon enfant, s'il a besoin d'aller en ville pour voir ses amis, ben il va avoir besoin d'être reconduit. Ouais. Fait que je vais avoir un certain contrôle. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui sont en arrière de tout ça, dans le fond, qui viennent encourager ces décisions-là. Ouais. Puis c'est ça, les décisions, il n'y en a pas nécessairement des bonnes ou des mauvaises. On fait avec notre expérience, puis on s'ajuste en cours de route aussi. Puis il y a toutes les questions aussi, moi, en tout cas, la technologie, là, tu sais, dans le sens où ma mère n'avait pas à me dire lâche ton téléphone, j'en avais pas. Là, aujourd'hui, tu sais, comment on gère, puis on voit des études, puis il y a plein d'affaires, puis là, c'est quasiment épeurant. Tu as peur de lire les études parce que tu sais pas trop. Bref, c'est ça aussi, se mettre à jour, là, d'être à l'écoute aussi de la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Depuis 2010, on est tombé dans la génération alpha. Okay. Fait que la génération alpha, c'est des jeunes qui sont nés, la technologie, elle était déjà là. Okay. Fait qu'eux autres, depuis leur naissance, sont à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, des téléphones portables, de l'accessibilité. Fait qu'on peut pas faire comme si ça n'avait pas d'influence sur le comportement de nos enfants aujourd'hui. Ouais. C'est complètement différent des enfants des années 80. Dans les années 95, l'Internet a commencé à arriver, commencé à avoir des impacts, mais tu sais, ça s'est fait de façon quand même progressive. Mais depuis la génération alpha, depuis 2010, là, c'est vraiment, eux autres sont arrivés complètement dans un ère qui était très technologique. Oui, puis comme parents, on ne peut pas les couper de ça. C'est quand même la réalité. Là, même les adultes, à cette heure, on l'utilise bien, la technologie. Là. Mon père, qui a 77 ans, qui est sur Internet, je veux dire, on apprend aussi, mais savoir le gérer, c'est une autre affaire. Bien, c'est ça, tu sais, puis il me vient une idée de même, tu sais, c'est un petit peu comme le parallèle dans le temps quand les gens ont eu l'eau courante. Si on revient dans le fond, là, vraiment des années en arrière, bien, tu sais, ça a été quelque chose de nouveau, ça a été quelque chose de positif qui a permis d'avoir une facilité. Ça a été très accommodant pour les conditions de vie des gens, mais en même temps, c'est une adaptation. Fait que c'est une ressource que là, tu as accès, mais tu sais, elle n'avait pas des conséquences au niveau psychologique comme là, présentement, l'Internet, mais on ne pouvait pas. Les gens ne voulaient pas revenir comme le avant qui est l'eau courante. Ouais. Fait que c'est la même chose parce que les technologies d'informatique, on en a besoin. C'est quelque chose qui a été développé, c'est quelque chose qui vient faciliter, dans le fond, dans plusieurs aspects, dans le fond, de nos vies. Puis nos enfants naissent avec. Fait que ce serait une grosse erreur de dire on met tout ça de côté. Il faut être capable, nous aussi, comme parents, de s'adapter à ça, puis d'être capable de voir bien, comment on va le cadrer. Parce que, dépendamment de l'âge de l'enfant, ça va avoir quand même une influence au niveau de son cerveau. Fait que c'est ça. Ça peut pas être bar open, mais je dirais que le contraire, d'avoir zéro accès à aucun écran, ça dépend de l'âge, là. Mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux non plus parce que les enfants, de toute façon, quand ils vont arriver dans le cadre scolaire, vont commencer à être en contact, même si le parent a décidé volontairement de ne pas lui mettre rien de technologie dans les mains avant, mettons, sa scolarisation, bien, ça va rentrer dans sa vie anyway. Fait qu'on est aussi bien de commencer à les outiller. Puis je te dirais que ça nous a rentré dedans quand le COVID est arrivé puis qu'on a tous vu, dans le fond, nos enfants arriver avec des tablettes de l'école, puis de, tu sais, fait que c'est comme, oh mon Dieu, moi, je me battais pour pas qu'il y ait rien de tout ça dans notre vie, mais, puis là, chacun arrive avec une. Fait que, mais c'est ça, c'est des nouvelles réalités, fait qu'il faut faire avec, ça demande une adaptation, des ajustements. Puis comme parent, comment on devrait gérer ça de manière ouverte, mais en même temps sécurisante, là? Tu sais, à quel âge on donne une tablette? Combien de temps on la donne? À
quel âge on permet les réseaux sociaux, tu sais, ils passent pas mal l'affaire, ces réseaux sociaux, là, des fois, je sais pas. J'écoutais le documentaire, là, Je vous salue salope, sur la misogynie à l'ère des réseaux sociaux. Bon, on est ailleurs, on est dans une autre thématique, mais j'en ai eu plein la gueule, là. De voir les impacts. Bien, de voir les impacts, puis de réaliser que, mon Dieu, on est-tu vraiment rendu là? Je trouve que ça polarise énormément. Moi, je trouve que ça divise beaucoup la société. Bon, en cause des algorithmes, on comprend la mécanique, mais comment on peut se prévenir de tout ça ou bien outiller, en fait, nos enfants là-dessus? Bien, c'est sûr que, tu sais, mettons là, qu'on regarde, là, c'est quoi les recommandations au niveau canadienne, là, au niveau de la santé là, des enfants. Je ne peux pas te les dire toutes par cœur, mais en bas âge, là, ce serait 0 de temps d'écran. Puis ce qui est recommandé, dans le fond, à aller quasiment toute l'âge préscolaire, au moins pas avant 2 ans. Après 2 ans, c'est comme des courtes périodes. C'est toujours mieux d'utiliser un plus grand écran qu'un petit. Fait que si, dans le fond, ton enfant... Comme la télé, c'est mieux qu'un téléphone. C'est mieux, c'est ça. Parce qu'au niveau du cerveau, les images sont plus grandes, ça n'aura pas la même répercussion que le petit téléphone. Le choix aussi des émissions. Ouais. L'affaire, là, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont les concepteurs des émissions, des jeux vidéo, c'est des gens qui sont très brillants, qui ont compris une partie de la psychologie de l'humain. Fait qu'ils ont réussi, dans le fond, à être capables de comprendre comment on fait pour capter l'attention d'un enfant. La garder le plus longtemps possible. Exact, exact. Fait que là, si on parle des pattes patrouilles, là, c'est des couleurs, c'est du mouvement, c'est des images, pour le cerveau, c'est énormément d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Si on fait le parallèle avec ça, de nous, notre enfance, où ce qu'on était dans passe-partout, bien, c'était pas mal plus relax. Ouais. Si on regarde les images, beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins d'effets, on parlait plus, c'est plus de dialogue. Oui, c'est complètement différent. Sauf que le pas de patrouille va venir surstimuler le cerveau. Le cerveau va adorer ça. Le cerveau va faire en sorte que ça va sécréter de la sérotonine qui va donner un renforcement positif au cerveau. Okay. Donc, l'enfant ne se tente pas d'écouter la télévision parce que son cerveau lui donne comme message « miam miam, ça goûte bon. » C'est comme du bonbon. Ouais. OK. Fait que, tu sais, l'affaire, c'est qu'après ça, comment on peut faire pour compétitionner avec ça? Là, on dit à nos enfants, ben oui, va jouer dehors. Prends-toi un traîneau, une pelle, fais ce que tu veux, tu sais, va jouer dehors. Ouais, mais là, c'est donc bien pas stimulant. Mon cerveau, il ne trippe pas tant que ça. Ah, puis là, va à l'école, puis là, regarde un professeur qui est réel en 3 dimensions, mais il ne te fera pas des pirouettes, puis ce ne sera pas un jeu en couleur, puis des feux d'artifice, puis des... Fait que pour le cerveau, dans le fond, est rendu plus dur à satisfaire. Fait que ça fait en sorte de capter l'attention des enfants devient un défi supplémentaire parce qu'ils ont appris, dans le fond, comment être stimulés davantage, avoir un surstimulé. OK. Puis, pour répondre à ta question, au niveau de l'âge primaire, là, je me souviens pas exactement là, de mémoire exacte, mais je te dirais que c'est sûr que c'est en bas de 2 heures maximum par jour dans le fond d'écran. OK. Puis, ce que je te dis là, c'est bien juste si c'est pas pour les jeunes à partir de 12 ans. Là. OK. Fait que, tu sais, genre à partir de 9, 10, 11, 12 ans, tu sais, mais je me prononce pas exactement là-dessus. Les gens pourront aller vérifier, dans le fond, les recommandations. Mais c'est ça, c'est vraiment... Puis moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est mieux d'avoir plusieurs courtes périodes que de mettre le 2 heures d'affilée. D'y aller par période, mettons de, OK, ben là, c'est beau, tu as droit à 15 minutes, après ça, on ferme ça. Tu as droit à un autre 15 minutes, après ça, on ferme ça. Parce que l'enfant a besoin d'apprendre à fermer des chapitres. Oui, c'est ça, à arrêter, oui, savoir arrêter. C'est ça. Parce que le cerveau, lui, là, il lui dira pas son cerveau de façon naturelle, « Hey, là, arrête, j'en ai assez. » Non, ça goûte bon. Ouais. Pourquoi j'arrêterais? Fait qu'il va avoir tendance à continuer. Il n'y a pas de sentiment de satiété comme quand tu nourris, en fait. C'est ça. Puis, ça fait en sorte que l'enfant qui doit mettre fin à quelque chose qui lui procure du plaisir, bien, ça peut devenir une source d'anxiété. Parce que le cerveau détecte qu'il va avoir une perte. Il va avoir une perte de fun. Ouais. Fait que l'enfant se désorganise quand on ferme la télévision. Ou qu'on dit « arrête ton écran » ou tu sais. Oui, puis des fois, j'ai l'impression que c'est aussi facile des fois pour le parent.
J'ai vu ça dernièrement, là. J'étais à l'aréna, mon garçon est en train d'apprendre à patiner, bon, on est là. Et je vois un parent, là, je ne veux pas le blâmer, là, mais la situation que je vois, moi, un parent avec un berceau puis un jeune enfant qui veut débarquer, puis là, quand il débarque, ben, il fout le bordel. C'est un enfant, il est à l'aréna, il y a de la place, c'est normal. Ouais. Mais là, on dirait que ça irrite le parent, et là, il essaie de le rasseoir, l'enfant ne veut rien savoir, il veut courir. Mais là, la solution, ça a été de l'asseoir puis de donner son téléphone. Là, l'enfant était tranquille. Mais je trouvais ça triste. Je sais pas. Non, mais ça devient une solution facile aussi. Parce que des fois, on est fatigué, on n'a pas tout le temps le temps de. Je sais pas. Mon analyse est-tu débile? Non, ça fait plein de sens. Ouais. Puis je veux dire, on se retrouve tous comme parents à un moment donné dans une situation comme celle-là. Puis je connais pas un parent, puis je m'inclus là-dedans, qui a jamais utilisé d'écran pour venir, dans le fond, acheter à pain, là. Ouais. On l'a tous déjà fait, là. Oh oui. Fait que, tu sais, on juge pas ce parent-là que tu as observé, puis c'est quelque chose qui est utilisé au quotidien. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, on est en train d'emmener, dans le fond, des messages contradictoires à nos enfants. C'est que dans le fond, on leur dit... Ah, ben regarde, exemple, ton enfant qui veut aller bouger, ben on lui dit, parce que là, moi, j'ai pas le goût de te gérer, parce que je suis à l'aréna puis j'ai pas le goût de courir partout, ben là, c'est OK. Mais même que tu sois rendu chez nous, ben là, ce sera plus OK. Ouais. Fait que là, tu sais, ça devient comme... Ça se fait. Puis, tu sais, il y a des situations où est-ce que c'est bien correct, dépendamment de la condition du parent. Tu sais, des fois, moi, je dis aux parents, c'est pas grave de faire de l'évitement volontaire, là, mais il faut pas que vous en fassiez tout le temps. Ouais. Puis il faut que vous sachiez, dans le fond, comment vous allez le faire, puis combien de temps. Puis il faut que les parents se cadrent aussi. Ouais, c'est nous, les adultes. Là. Ben, c'est parce que sinon, on développe des patterns. Ouais. Fait que si ce parent-là, à chaque fois que son enfant est dans un lieu public, puis que l'enfant veut débarquer, puis qu'il veut aller courir partout, puis que le parent a comme, dans le fond, instinct pour essayer, dans le fond, de garder son enfant calme, de lui donner son téléphone qui regarde quelque chose, l'enfant n'est pas en train de faire des apprentissages pour comprendre qu'il y a des règles dans un lieu public, qu'on ne court pas, qu'on ne s'en va pas partout, qu'on est... Là, on est en train de passer aux côtés d'un apprentissage de règles sociales qui sont importantes d'acquérir dans une vie. Parce que le parent reste le premier agent de socialisation qu'on a. Ben oui. Puis le parent, dans le fond, c'est sa job d'être capable, dans le fond, de montrer à l'enfant, ben voici comment que ça se passe, la vie, tu sais. Ouais. Puis le parent doit... C'est à lui à gérer l'enfant, puis à dire, ben non, regarde, là, tu t'assois là, puis là, c'est comme ça, puis oui, tantôt, on ira acheter une petite collation, puis mais là, on reste assis, puis tu sais, l'enfant a besoin d'apprendre ça. L'enfant a besoin d'avoir des limites, d'être capable de les tolérer, puis de gérer une frustration. Oui. Ça se peut qu'il te fasse une crise, puis qu'ils disent, non, moi, je veux y aller, puis que, tu sais, ben, c'est pas grave. Mais non, il faut en rire. Moi, je pense qu'il faut en rire, même si des fois, c'est gênant. C'est ça, exact. Puis, tu sais, l'enfant, c'est juste une réaction qui est normale. C'est un enfant. Oui, c'est ça, des fois. Des fois, je trouve que les parents, ils manquent de maturité. Je sais pas, là, mais des fois, je les trouve bébés, des fois, dans leur réaction avec leurs enfants. L'enfant, c'est normal, lui, qui agisse comme ça. Et tu viens conforter aussi cette perception-là que j'ai. Oui, puis en même temps, ben, tu sais, on est dans un ère postmoderne où est-ce que les gens oups, correct, hein? Oui. Les gens ont peur du jugement des autres. Fait que si, dans le fond, mon enfant fait une crise pendant que je suis devant un public, ben moi, je me sens jugée comme parent. Et comme parent, ça fait augmenter ma propre anxiété. Donc, moi, pour calmer ma propre anxiété, ben je vais aussi éviter de gérer mon enfant puis de tolérer à avoir à assumer cette émotion négative-là. Fait que je vais volontairement donner la tablette ou en tout cas le téléphone à mon enfant pour l'asseoir. Fait que comme ça, ça fait du bien. On vient de calmer l'émotion négative de tout le monde. Autant celle du parent que celle de l'enfant. Oui, puis en même temps, moi, je me souviens avec ma mère, entre autres, là, quand moi j'étais tannant, ben, on n'avait pas de tablette, mais je peux dire que ça passait par là. Puis elle était gênée aussi là, quand je faisais de quoi. Fait que, elle me pognait, puis là, c'est là, viens-t'en, c'est terminé, on s'en va, tu sais. Je sais pas ce qui est le mieux, là, mais c'est de trouver, en fait, le juste milieu. Bien, on doit rarement être direct dessus, là. On doit tout le temps être un peu dévié, j'imagine. Là. Je sais pas. Bien, je te dirais là, que la meilleure chose à faire, c'est que le plus régulièrement possible, on doit accompagner nos enfants à faire face à leurs émotions négatives. OK. Fait qu'on est mieux de laisser à l'enfant faire sa crise, nous, de gérer juste le cadre de la crise, que d'acheter la paix en donnant le téléphone.
Sauf qu'on est tous humains, là. Fait qu'il faut se donner des permissions aussi, là. Fait que si, à un moment donné, comme parent, ben je décide que là, j'achète la paire, regarde, c'est pas grave, ça se peut que tu aies eu une journée difficile, que tu aies eu plein d'autres choses qui se sont passées, puis que ton énergie, là, est au minimum, bien, achète la paire, c'est correct, préserve ton énergie. Mais il va falloir que tu reprennes ça, par exemple. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu viens renforcer, dans le fond, l'idée que si l'enfant se désorganise, il va avoir accès à un renforcement positif. On donne pas le bon message. Bien, c'est parce que la réaction, la prochaine fois que tu vas dire non, va être un peu plus intense. Il va avoir, dans le fond, une gradation au niveau de la réaction. Fait qu'on se tire dans le pied en même temps. Ouais. Fait que là, bien, mais là, tu me vois venir. Là, l'enfant, la deuxième fois que ça se passe une situation similaire, bien, la crise va peut-être être plus intense, peut-être qu'elle va durer plus longtemps. Bien là, le parent, ça fait augmenter encore plus son anxiété parce que là, plus la crise est intense, plus ça nous impacte aussi. Fait que la tentation d'arriver avec le téléphone est toujours là. Mais là, si je refais encore la même chose, bien là, j'embarque dans une espèce de spirale qui devient un pattern, dans le fond, d'évitement. Puis qui est dur à briser après ça. Bien, en fait, à un moment donné, il va falloir confronter une méga crise. Mais c'est parce que si l'enfant ne l'apprend pas à la maison avec les parents, il va être confronté à un moment donné dans la société. Ben oui. Parce que c'est pas juste la gestion d'apprendre, dans le fond, à ne pas aller courir dans un aréna, par exemple, puis d'aller partout. C'est la gestion des émotions négatives. Dans la vie, il y a 5 principales émotions. Mettons qu'on y va en un gros résumé, là. On va avoir la colère, on va avoir la peur, on va avoir le dégoût, la tristesse, puis la joie. Donc, sur 5 émotions, on peut s'entendre que 4 parmi celles-là sont des émotions qui ne sont pas si le fun que ça. Oui, plutôt négatives. Puis là-dedans, il y en a une, qui est positive. Fait qu'il faut apprendre à composer avec. Parce que les émotions négatives, ça fait partie de la vie. Ouais. Fait que l'enfant, on n'est pas juste en train de lui apprendre un comportement social, on est en train de lui apprendre comment faire des deuils, comment accepter des pertes, d'accepter que dans la vie, ça ne marchera pas toujours comme est-ce que lui va vouloir, mais que ça fait en sorte qu'il va développer d'autres comportements qui vont le rendre encore plus fort, qui vont le rendre encore plus capable de gérer des déceptions, puis qui va être capable de passer au travers les épreuves de la vie. De l'outiller pour la vie, en fait, c'est un peu ça. Hey, c'est vachement intéressant, là. Mais on est déjà à l'heure de la pause. Imaginez, ça passait vite. Oui. On revient dans 1 minute. Restez avec nous.
On est de retour et on continue cette fantastique discussion autour de l'éducation de nos enfants. Là, on a parlé beaucoup des parents. Là. Je pense que c'était mon angoisse à moi, mon anxiété personnelle qui voulait en parler. Là, on va plus aller du côté des enfants. Les enfants aussi vivent de l'anxiété. Moi, je suis enseignant au cégep. Là, je vois beaucoup, surtout l'anxiété de performance, mais beaucoup de types d'anxiété. Mais avant ça, j'imagine que ça se développe ou ça se dépiste avant ça. Comment on peut aider nos enfants à gérer l'anxiété? C'est quoi l'anxiété d'abord, tu sais? L'anxiété, en fait, c'est une émotion qu'on va ressentir, que le cerveau, dans le fond, va créer, puis qu'à la base, c'est quelque chose qui est fondamental. On a besoin d'anxiété dans notre vie. Et tout le monde fait de l'anxiété. Même les gens qui disent « Ah non, moi, je suis bien relax dans la vie », oui, mais en même temps, tu as des signaux au niveau cognitif qui viennent te donner des signaux qui est de l'anxiété. C'est juste que toi, tu penses que ça, c'est pas de l'anxiété. Okay. Mais quand tu es dérangé par quelque chose, quand tu as un petit feeling que « Ah, on dirait qu'il y a de quoi », ou ben c'est de l'anxiété qui t'envoie un signal d'alarme. Okay. Fait que dans le fond, l'anxiété, ça va être la capacité du cerveau à être capable de détecter un danger potentiel ou une menace potentielle qui pourrait éventuellement arriver dans un futur. OK. Donc on n'est pas dans le moment présent, là. On est vraiment dans l'anticipation. C'est ça. Puis, on est dans la conscience parce que c'est ce qui vient nous différencier des animaux. L'anxiété est quelque chose qui fait en sorte qu'on est capable d'essayer de prévoir l'avenir, de dire « Ah, eh bien là, ça, là, moi, je pense que ça, là, c'est dangereux, il y a quelque chose là. Bien, écoute, je vais me trouver une stratégie pour essayer de faire autrement. » Fait que c'est ce qui nous a permis, comme société, d'évoluer, de survivre au travers le temps et tout ça, et de devenir la société qu'on est aujourd'hui. Fait que l'anxiété, en fait, il faut changer notre relation à l'anxiété. L'anxiété est quelque chose qui est utile, on en a besoin, donc ça doit être notre ami. Fait qu'il faut la valoriser à quelque part, ou savoir comment la gérer ou l'utiliser. Oui, moi, je te dirais, là, le mot que je vais utiliser, là, ça va être, on doit apprendre à piloter notre anxiété. OK. Parce qu'en fait, là, l'anxiété, c'est comme un peu, c'est notre bolide, tu sais, elle fait partie de nous autres, mais c'est nous autres qui avons le volant. C'est nous autres, dans le fond, qu'on a un certain pouvoir sur elle. Oui, il y a une partie de l'anxiété qui n'est pas contrôlée, qui est comme dans notre nature. Parce que, dès notre naissance, on a tous, dans le fond, un bagage génétique. Dans notre bagage génétique, on va avoir, dans le fond, des gènes au niveau de la personnalité de nos parents, de notre père, de notre mère. C'est les traits de personnalité. Quand on parle d'un enfant, on ne parlera pas de traits de personnalité, on va parler, dans le fond, qu'il y a un tempérament. Parce que les traits de personnalité sont très flexibles quand un enfant est jeune, puis ça va avoir, tu sais, ça va se cristalliser là, en vieillissant. OK. Fait que, puis, à s'ajouter à ça, à part le bagage génétique, bien, il va avoir les expériences de vie propres à l'enfant, puis il va avoir la façon qu'il est élevé, tout son environnement aussi, qui va avoir une influence sur comment lui va se développer. Sauf que si on a un enfant qui a une trame de fond d'avoir un tempérament anxieux, bien, c'est sûr que lui, il va avoir toujours une tendance plus qu'un autre qui naît avec un tempérament faible au niveau de l'anxiété. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une question de nature aussi là-dedans qu'on doit reconnaître. Que l'enfant, c'est pas, tu sais, puis des fois, ça peut même faire du bien aux parents de dire, bien, c'est pas de la faute du parent si l'enfant a un tempérament, exemple, anxieux. Parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait une bonne job, parce qu'ils ont manqué de quelque chose à quelque part. Non, il y a une partie de lui qui est née comme ça. Oui, on n'est pas tout le temps dans une toune des cowboys fringants. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, qu'on se déculpabilise par rapport à ça. Sauf que l'affaire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une nature on est constitué comme ça, que nécessairement que c'est ça qui va prendre toute la place. Parce qu'on est capable de développer des choses autrement. Notre instinct naturel va nous emmener vers ça, mais si on en est conscient puis qu'on développe d'autres stratégies, bien, les autres stratégies vont venir s'emboîter dans notre façon de se comporter, puis on est capable d'avoir une espèce de défaite, dans le fond, de balancier par rapport à ça. OK. Fait que si moi, j'ai un tempérament, exemple, que je suis un enfant, que j'ai un tempérament anxieux, bien, je dois apprendre à développer mon courage. Parce que l'anxiété, c'est de prévoir des dangers potentiels. Puis ces dangers potentiels-là, plus le danger, dans le fond, est corrélé comme étant un danger qui est dangereux, mettons, moi, souvent, j'utilise des échelles de 0 à 10, où est-ce que toi, tu te situes par rapport à ça? Bien, on a un certain pouvoir sur la façon qu'on va le gérer, puis plus notre anxiété, en fait, on va le travailler sur des bas niveaux,
plus ça va être facile d'avoir des résultats. Puis sur des bons niveaux, j'imagine que l'idée, c'est de ne pas tenter de l'éviter, mais d'être capable de l'affronter. Exact. Okay. Exact. C'est là où tu parles de courage. C'est ça. Mais il faut être capable aussi là, de faire la part parce que quand ça sera un grand danger, d'être capable là, de choisir l'évitement. Ben, c'est parce que, oui, tu le dis quand même assez bien, c'est que, dans le fond, l'anxiété, on veut, dans le fond, être capable de le contrer en développant le courage. Mais si la tâche que je m'exige d'être courageux est trop exigeante, que ça génère un trop haut niveau au niveau de mon anxiété, ça va être plus difficile. Puis l'objectif, c'est de vivre des succès. Parce qu'on veut faire un nouvel encodage au niveau du cerveau. On veut vivre des réussites, être capable de réussir à faire des choses courageuses. Puis à chaque fois, bien, le cerveau vit un renforcement positif. Fait que plus je vis un renforcement positif, bien après ça, je peux aller à la prochaine étape. Comme l'étape des escaliers, un petit peu, là. Ouais. C'est comme il y a une gradation au niveau des défis. Tu sais, on va commencer par quelque chose de facile, puis on va continuer, dans le fond, en augmentant. Marche à la fois. J'ai le goût de te donner l'exemple d'un jeune que j'ai rencontré, qui est venu chercher des services chez moi pour de l'anxiété. Puis, tu sais, ce que je vous parlais en début, hein, que je faisais plein de choses en lien avec mon milieu. Puis, ce jeune-là, la première rencontre, on est allé ramasser les œufs dans mon poulailler, puis j'ai remarqué qu'il avait quand même peur des poules. Okay. Fait qu'il était vraiment pas à l'aise, dans le fond, dans le poulailler. Fait que comme on veut travailler le courage, bien, la fois d'après, quand il est revenu me voir, bien, j'ai dit, voici maintenant, aujourd'hui, quel va être ton défi. Donc, le défi comportait des poules. Donc, on a travaillé avec lui à ce qu'il construise son propre plan d'exploration, c'est-à-dire de faire une gradation des étapes pour se rendre à être capable de réussir à prendre une poule dans ses bras au travers de toutes les autres poules dans le poulailler. Fait que ça, c'était l'étape d'en haut. OK. Fait que là, dans le fond, c'est que là, on a identifié qu'il y avait une menace, il y avait une peur que le cerveau a identifiée. Fait que comment on va faire pour se rendre là? Fait qu'on l'a décortiqué tout en petites étapes. Puis c'est lui qui a fait son propre plan. Moi, je l'ai accompagné là-dedans, j'ai expliqué comment ça fonctionnait, c'était quoi le principe de l'exposition progressive, que justement, quand tu fais vivre une réussite à ton cerveau, bien après ça, ça va venir dans le fond, le processus au niveau de l'anxiété va revenir dans le fond, va revenir comme à sa base au niveau de l'intensité. Fait que ça va faire en sorte que la prochaine fois, mettons que tu te réexposes à la même situation, ton cerveau va générer moins d'anxiété, si la situation est la même. Parce que tu l'as déjà affronté. En fait. Puis tu l'as réussi. Ouais. Donc, tu peux, à ce moment-là, te redonner un nouveau challenge, ajouter un peu de niveau de difficulté parce que tu as déjà réussi ce niveau-là. Monter la deuxième marche. C'est ça, c'est ça. Mais toujours en étant dans des bas niveaux d'anxiété. Donc, moi, souvent, je dis aux jeunes entre 0 et 5. Si c'est plus que 5, écoute, on refait une sous-étape, c'est parce que c'est trop. Parce que ça peut aussi avoir l'effet contraire. Si ce jeune-là, je prends comme exemple stratégie, puis je dis, bon, ben là, tu as peur des poules, là. Viens-t'en, on s'en retourne dans le poulailler, puis là, tu prends une poule dans tes mains. Des fois, les parents, on a tendance des fois à faire ça. Hey, là, t'arrêtes de niaiser, là, puis envoie, puis là, l'enfant a peur, puis... Ouais. Mais lui, il a peur pour vrai, là. Même si je le forcerais à prendre la poule dans ses mains, là, je pourrais causer plus de dommages que de bien. Ouais. Tu comprends? Fait que lui, dans le fond, il a fait ses 12 étapes. Son plan à lui avait 12 étapes, mais tu sais, c'était tellement beau de voir ça. Fait que, tu sais, ça t'intéresse-tu que je te dise un peu c'est quoi les genres d'exposition? Oui, absolument. Bien, tu sais, comme là, au début, il a comme dit, bon, ben OK, vu que je suis déjà allée là-bas, je sais quand même un peu c'est comment. Fait que là, on pourrait commencer une étape quand même un peu plus difficile. Donc, la première étape, ça pourrait être de s'en aller au poulailler, puis que là, je pourrais regarder les poules, dans le fond, dans le clos. Parfait. Après ça, ben tu pourras ouvrir la porte, puis là, je vais les observer. Parfait. Tu vois les petites étapes, là? Oui, c'est pas grand-chose, mais... C'est ça, mais on augmente comme tout le temps. Ouais. Après ça, la prochaine étape, il me dit, ben j'aimerais ça que... Bien là, c'est ça, là, c'était de rentrer dans le poulailler, d'être au travers des poules. Puis après ça, sa prochaine étape, il dit, j'aimerais ça qu'on ressorte du poulailler, puis que tu emmènes une poule, puis que moi, je la touche. Tu sais, que je fasse juste y toucher. Je ne la prenais pas dans mes bras, mais il y a qu'une, pas au travers des autres, parce que ça, c'était quelque chose qui augmentait son anxiété, le fait qu'il y en avait plein d'autres. C'est comme son cerveau, là, il n'y a pas juste une menace. Là, il y a genre 20 menaces. Là, tu sais, il y a plein de poules autour. Fait que là, ils vont-tu venir me picorer, puis ils vont-tu... Fait que de diminuer, dans le fond, le nombre de poules,
bien, ça faisait en sorte de contribuer à un facteur facilitant pour amener vers un succès, une réussite. Oui. Fait que là, après ça, ça a été la prochaine étape, ça a été, bien, regarde, là, j'aimerais ça que tu rajoutes 2 poules. Fait que là, on va en avoir 3. Fait que là, avec les 3, bien, je vais y toucher. Puis là, bien, je vais peut-être m'essayer pour la prendre, tu sais. Puis là, après ça, bien, tu sais, j'irai dans le grand clos. Puis là, Oui. Fait que tu vois la gradation. Absolument. Puis ça, c'est pour, comme tu dis, des dangers plus petits. Puis quand on arrive là, mettons, on est capable de se rendre jusqu'au bout de notre escalier, on peut repartir un autre escalier ou se fixer une autre étape. C'est comme ça que je comprends. C'est ça. C'est qu'à quelque part, tu sais, c'est notre imagination rendue là. Il y a une multitude, dans le fond, de possibilités. Ouais. Puis, pour faire du pouce sur ce que tu dis, ce jeune-là, quand on est arrivé pour faire la première exposition, qu'il était devant, dans le fond, le poulailler à regarder les poules, bien, les poules se sont toutes venues à sortir, dans le fond, leur tête en dessous du clos. Puis, on avait un peu de neige sur les bottes, puis fait qu'elle était comme attirée par ça, puis là, j'ai vu, là, j'ai dit, ça l'intimide. Je savais que ça augmentait son niveau d'anxiété. Ouais. Fait que finalement, cette journée-là, on a travaillé qu'ils réussissent à être capables de se faire picorer le bout de sa botte par des poules. Ouais. Fait que tranquillement, il a avancé sa botte. Puis là, au début, là, il avait tendance à l'enlever tout le temps. Fait que, OK, on recule un peu. On va se reculer un petit peu, c'est parce qu'on est trop proche. On se recule un peu. Là, il faut que tu arrives, dans le fond, à être capable de maintenir ta botte là, même si la poule, elle sort sa tête puis que tu as l'impression qu'elle peut aller vers toi. Puis là, OK, là, il le fait pendant une petite secousse, c'est beau, l'anxiété commence à descendre, il a toléré son inconfort pendant quelques minutes. OK, il avance encore un peu. Parfait. Puis moi, je suis aux côtés, je fais la même chose que lui. Je le suis. OK. Fait que, participe à l'expérience. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que le côté accompagnement est vraiment important. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier la variable de l'encouragement. Ouais. Les jeunes ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin de se faire dire, regarde, c'est correct, moi je le sais que tu vas réussir. Prends ton temps, puis ça va bien aller, puis regarde, on est là pour ça, on le fait, puis tu sais. On va y arriver. Oui, c'est ça. Mais pas on va y arriver ou, tu sais, ça va bien aller du COVID. Non, là, pas... Tu comprends? Il faut que ce soit quelque chose... Il faut que ce soit naïf. C'est ça. Il faut que ce soit quelque chose de senti, puis qu'en même temps, que le jeune perçoive chez l'adulte que l'adulte le pense. Ouais. Parce que si l'adulte dit « Ah non, elle est plus capable », puis qu'il pense dans le fond que le flow ne sera jamais capable, il va le sentir. Le non-verbal le cerveau de l'enfant va détecter le non-verbal de l'adulte qui va avoir une incohérence entre les deux, puis ça n'aura pas le poids. Si l'anxiété est quelque chose de, je sais pas, de réaliste, quelque chose qui pourrait être dangereux pour vrai, là, tu sais, là, on veut pas nécessairement, je sais pas, moi, j'ai peur de prendre des chocs électriques, là, mettre ta main dans la prise de courant, là, tu sais, ça devient un peu, tu comprends? Mais comment on peut aussi gérer cette peur-là de dire, bon, là, attends, tu es capable de, je sais pas, mais tout en protégeant quand même notre enfant face à un danger qui peut être potentiellement réel, là? Bien, en fait, c'est que tu vas venir établir, c'est quoi tous les paramètres, dans le fond, qui s'installent au travers de ça. Je te donne un autre exemple. Oui. J'ai une jeune qui a fait de l'anxiété de performance. OK. Elle fait du patinage. OK? Fait qu'elle fait de la compétition. Puis cette jeune-là, dans le fond, pour elle, elle fait de l'anxiété en lien avec les compétitions. Bien, on a fait un plan d'exposition en lien avec ça. OK, bien, comment est-ce que tu vas faire pour... C'est quoi les paramètres que tu peux contrôler? Puis, tu sais, OK, bon, ben là, j'ai des évaluations. Fait que, tu sais, on commence par... Plus tu es capable de contrôler des paramètres au début. Ah, ben là, j'ai une évaluation. Puis ça, ben on a le choix de se faire évaluer par tel genre de coach. Puis là, c'est nous autres qui choisissent, le coach de juge. On choisit c'est qui le juge qui peut venir. Je peux le faire venir à mon aréna où est-ce que moi, je suis habituée de pratiquer. Je suis pas obligée de mettre mon costume de danse. Tu comprends? Fait que là, elle est capable, mettons, de gérer des paramètres autour. Fait que là, ça lui donne de la confiance. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les... Tu sais, on appelle ça le lâcher-prise, là. Ben, je pense, là, mais les paramètres qu'on ne peut pas contrôler, justement, parce qu'il y en a plein qu'on ne pourra pas contrôler. Là. Oui. Comment on fait pour sécuriser, en fait, un enfant face à ces paramètres-là? Bien, je te dirais qu'il faut créer des sous-étapes avant. OK. Pour les emmener progressivement. Tu sais, je te ramène l'idée, dans le fond, du patinage artistique. Cette jeune-là, mais qu'elle arrive pour vrai en compétition, elle ne décidera pas c'est qui les juge, elle ne décidera pas la patinoire, elle ne décidera pas, elle n'aura pas le choix de mettre son costume. Fait que c'est pour ça que le plan d'exposition, on les augmente graduellement. Qu'elle va avoir bâti sur des choses qu'elle contrôle. Oui, fait que quand ça va la sécuriser, puis ça va l'encourager, puis elle va avoir plus de courage face à ce qu'elle ne contrôle finalement pas. C'est ça.
c'est ça. Puis je te dirais là qu'un autre astuce qui peut être intéressant, c'est des fois de changer un peu le focus. Fait que, tu sais, de changer le focus dans le sens où, exemple, de l'anxiété de performance, souvent, mettons, la personne va miser sur une note, mettons, à l'école. C'est comme, ah non, moi, il faut absolument que j'aie cette note-là, puis là, tu sais, ils capotent s'ils n'ont pas cette note-là. Bien, il faut essayer, dans le fond, là, de voir ça sur un autre angle. C'est quoi ton but dans la vie? Tu veux faire quoi dans la vie? Pour être capable de rajouter, dans le fond, c'est comme si on a une chaise, bien, on ne veut pas être juste, dans le fond, sur une patte. On ne veut pas miser sur tout. Fait que c'est quoi, dans le fond, les autres conditions qui vont te permettre d'atteindre, dans le fond, tes objectifs dans la vie? Fait que ce ne sera pas juste les notes. Fait que c'est comme, si toi, exemple, je dis n'importe quoi, mais mettons que tu veux devenir journaliste, est-ce que, dans le fond, tu es en train, dans le fond, de t'impliquer au niveau du journal scolaire? Est-ce que tu t'intéresses à différentes affaires en lien avec ça? Fait que, tu sais, si tu fais un plan de match, ou est-ce que tu ne mets pas toute, dans le fond, ton énergie sous la même composante, la même variable, bien, à quelque part, ça permet au cerveau de diminuer la pression qu'il va mettre juste sur un barreau de chaise. Oui, j'en parle souvent à mes étudiants, ça, de dire, par exemple, comment je pourrais dire ça? T'sais, mettons, quelqu'un qui me recrache mes notes par cœur, je ne peux pas y mettre mal, mais je ne sais pas s'il a compris quelque chose. Tandis que comment tu es capable d'utiliser les outils, quand tu sors du cours, peu importe ta note, avec quel bagage tu pars, avec quel coffre d'outils tu pars, puis qu'est-ce que tu es capable d'utiliser au-delà de comment tu l'as utilisé dans le cours, à quelque part, parce qu'on peut faire des erreurs. Au contraire, moi, je trouve que ça en prend des erreurs pour apprendre. Là. Bien sûr, bien sûr. Ça fait sens? Bien, ça fait... non, mais oui, ça fait plein de sens. Puis en même temps, je comprends que, tu sais, toi, ce que tu veux dans tes élèves, c'est que tu veux, dans le fond, qu'il y ait un apprentissage. Que de ton cours, qu'ils ressortent avec quelque chose qu'ils vont pouvoir transposer dans leur vie réelle, non juste le parcours scolaire. Ouais. Moi, c'est assez clair. Moi, je suis prof de politique. Je veux dire, la majorité de mes étudiants au cégep, 99 % ne deviendront pas politologues. Mais ils vont tous être des citoyens. Fait que moi, ce que je veux, c'est les outiller à dire, mais la politique, si tu t'en occupes pas, elle va s'occuper de toi pareil. Fait que comment tu peux t'outiller pour que tu comprennes puis que tu sois capable de faire des choix éclairés, que tu exerces ton droit de vote, etc. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Fait que les notes, pour moi, sont peu importantes. Mais j'en vois là, la maudite cote R pour rentrer à l'université. Ça leur met une pression. Trop grande pression, selon moi. Là. Mais c'est pas toujours évident là, pour l'étudiant. Là, je parle de l'enseignant, mais là, les enfants s'en viennent là aussi. Mais tu me fais penser à un aspect, dans le fond, que je n'ai pas nommé. Quand on parle de développer le courage, il y a toute la notion de la capacité de prendre des responsabilités. OK. Parce que ça va avec. C'est comme si je prends... Tu sais, les humains, ils veulent tout avancer dans la vie. Il n'y a pas un humain qui veut rester stagnant puis qui veut, tu sais, qu'il n'y ait rien qui bouge, c'est plat. Encore moins. Là, de reculer, ça va créer de l'anxiété, la peur d'anticiper, dans le fond, une perte de quelque chose, de ressources, de statut social, de, tu sais, n'importe quelle rétrogradation. Le cerveau, il va détester ça. Mais c'est ça. Fait que... J'ai perdu mon mot. Là, oui, responsabilité. Pas trop. Fait que, tu sais, comment on fait, dans le fond, pour être capable d'avoir du pouvoir sur nos vies, d'être capable d'aller vers où on veut aller, d'avoir le sentiment d'avancement? Bien, il faut être capable de prendre des responsabilités aussi. Ouais. Parce que de prendre des responsabilités, ça va venir, dans le fond, il faut avoir une motivation. C'est comme, OK, qu'est-ce qui va me motiver? Cette motivation-là va être mon moteur pour me permettre de prendre des risques. Et c'est en prenant des risques que je vais venir, à quelque part, diminuer mon anxiété. OK. Parce que tu es responsable, puis tu te montres à la hauteur de la responsabilité que tu as décidé de prendre, parce que tu le fais avec sérieux, parce que ça te tient à cœur. C'est ça. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'ai accepté de venir participer à ton émission. Bien, en arrière de ça, j'avais une motivation. Je le savais que moi, dans le fond, avec qu'est-ce que je suis profondément, tu sais, de faire, dans le fond, de faire de l'enseignement, de donner de la formation, tu sais, de m'exposer en public pour être capable de diffuser quelque chose pour aider les gens, c'est quelque chose que j'ai au cœur. Tu comprends? C'est une motivation qui est intrinsèque. Donc, ça, c'est mon moteur. Fait que, mais comment je fais pour être capable d'utiliser cette énergie-là? Bien, c'est bien beau si je l'ai au cœur, mais là, je vais faire quoi avec? Si je veux que ce soit utile dans ma vie, que je veux avancer, bien, il faut que je prenne, dans le fond, des responsabilités. Donc là, j'ai eu cette proposition-là que tu m'as faite de venir te rencontrer. Donc, j'ai pris la responsabilité de dire, oui, c'est beau, Pierre, moi, j'embarque là-dedans. Donc, je vais me préparer, je vais faire ce qu'il faut pour arriver ici puis réussir, dans le fond, à accomplir mon objectif personnel que je me suis personnellement donné. Ouais. Fait qu'une fois que je vais l'avoir faite, là,
Bien, je peux te dire que mon gain en énergie va être supplémentaire à ce que ça m'a demandé. Oui. Parce que je vais avoir réussi, dans le fond, à faire quelque chose, à réussir quelque chose que j'avais à cœur, quelque chose qui était important pour moi. Fait que ça va avoir valu la peine de faire augmenter un peu mon anxiété, de me préparer, d'utiliser des ressources de temps pour être capable, dans le fond, de me vulnérabiliser. Ouais. Mais c'est ça. Mais fait que cette notion-là, elle n'arrivera pas toute seule. Fait que la notion de courage vient avec une responsabilité. Puis qu'est-ce qu'on fait avec... moi, j'en vois là, des jeunes, ils veulent avancer, ils veulent réussir leur cours. À un moment donné, face à la difficulté, ils ne se responsabilisent pas, ils abandonnent. Ils lâchent prise, là, on ne les voit plus en classe. En tout cas, là, je parle de mon expérience personnelle. Ouais. Puis là, on peut bien les aider, mais si tu n'es pas là, tu ne peux pas t'aider. Si tu ne réponds pas à mes courriels, je ne peux pas t'aider. Tu sais, comment on fait pour ne pas les amener à justement se désengager, se déresponsabiliser? Bien, dans le fond, là, le parcours scolaire, puis là, toi, tu es au cégep. Oui, c'est ça. Là, je fait fais pas... Le cégep, là, au Québec, en tout cas, c'est comme pas clair, c'est comme flou. Parce que le jeune, là, pour avoir le goût d'aller à l'école, il faut que ça fasse un sens. C'est comme, surtout quand tu es post-secondaire, tu as décidé, dans le fond, tu as fait un choix volontaire de t'inscrire puis d'aller au cégep. Bien, c'est quoi ton rêve? Ouais. C'est quoi que tu vises avec le cégep? Mais c'est pas un poids qu'on leur met... Tu sais, je veux dire, quand ils ont 17 ans, là, je veux dire, ils n'ont pas le droit de s'acheter une bière, tu sais, ils n'ont pas le droit de plein d'affaires, puis ils n'ont pas le droit de vote, mais on leur demande de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il me semble que c'est un poids énorme. Moi, ce que je trouve intéressant du cégep, moi, je vois ça comme la maternelle. Quand les enfants arrivent en maternelle, ils viennent apprendre à se sociabiliser ensemble. Ouais. Mais là, je trouve que c'est comme une étape de l'âge adulte où ils se responsabilisent dans leurs études, mais aussi dans le caractère social, puis ils peuvent faire des tests au niveau de leurs études sans impliquer des coûts exorbitants comme à l'université. C'est comme ça que je vois ça. Puis ça fait plein de sens. Mais le jeune, il faut qu'il arrive à y trouver son propre sens. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y voie une utilité. Si pour lui, il voit ça là, comme un parcours obligatoire, puis que comme un secondaire 6 puis un secondaire 7, puis qu'il fait ça anyway, il ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'a aucune idée c'est quoi qu'il veut faire dans sa vie, ça l'aura pas, il n'y aura pas le moteur en arrière, tu comprends? Ouais. Fait que, puis en même temps, si dans le fond, je vis des difficultés, parce que là, il y a quand même des challenges, les notions sont plus complexes, on est plus dans l'abstrait, on est rendu au cégep, c'est un peu plus dur qu'au secondaire. Fait que, tu sais, ça se peut que face, dans le fond, au risque d'avoir des moins bonnes notes, que le jeune décide de dire « Ah ben finalement, moi, j'abandonne, regarde, le cégep, c'est pas fait pour moi. » Mais il n'y avait pas quelque chose à se raccrocher, tu comprends? Fait que, tu sais... C'est comme quelque chose, parce que nous, on les voit arriver, puis au cégep, ils ont beaucoup plus de liberté. Donc, ils doivent prendre plus de responsabilités. Puis, ben, on les infantilise moins. Je ne veux pas dire qu'on les infantilise au secondaire, mais on leur laisse plus de... Ils doivent en prendre plus sur leurs épaules. Fait que là, je ne sais pas trop, là, il y a comme une étape là, où il y en a qui ont ça très facilement, mais il y en a qui ça prend des fois 2 ans, 3 ans. Tu sais, on dit beaucoup les parcours atypiques, c'est ceux qui ne feront pas leur cégep en 2 ans, mettons, là, leur général. Mais la réalité, c'est que 75% des gens sont atypiques. Là, que ça devient le parcours normal là, de ne pas le faire en 2 ans parce que essai-erreur, se tromper, faire la fête plutôt que les études. Je veux dire, je pense que c'est un parcours qui n'est pas anormal non plus, là. Non plus, puis en même temps, il faut se donner des permissions aussi dans la vie. Il faut se donner des permissions de se dire, ben regarde, peut-être que moi, ça ne sera pas un cégep en 2 ans, ça va être en 3 ans, puis ça va être bien correct. Moi, des fois, je les encourage parce qu'ils se font souvent dire, tu vas perdre une année, mais moi, je trouve pas que c'est une année perdue, c'est de l'expérience de gagner. C'est ça. Puis, tu sais, toutes les fois, peu importe l'épreuve, quand tu réussis à trouver un sens à ce que tu fais, quelque chose qui vaut la peine, tu sais, il faut que ce soit quelque chose qui vasse la peine assez pour faire le compromis d'endurer toutes les souffrances, puis tu sais, les compromis, les renoncements que ça va demander. Fait que quand ça fait pas de sens, c'est dur de se raccrocher. Créer un sens aussi. Fait que ça, c'est à tous les âges. Là, on parle des cégeps, là, mais dès qu'ils sont jeunes, en fait, de créer un sens à leurs actions, ça peut leur donner le goût de se responsabiliser. Oui, exact. Wow. Exact. C'est très, très, très intéressant tout ça. Mélissa, merci. C'est vraiment fantastique. J'adore ça. J'espère qu'on pourra collaborer à nouveau sur d'autres sujets. Là. C'est facile. Écoute, l'heure est déjà terminée. Je ne l'ai pas vu passer. J'en aurais pris un autre. Merci infiniment. Donc, Mélissa Véraud, donc travailleuse sociale, qui a une entreprise dans la vraie nature, service psychosocial qui est basé à Girardville.
J'imagine que tu as un site Internet ou quelque chose si les gens veulent communiquer avec toi. J'ai un Facebook Entreprise. Facebook Entreprise. Donc, si on met La Vraie Nature, on va te trouver facilement. La Vraie Nature, service psychosocial, vous allez me trouver. Parfait. Donc, merci d'avoir été là. Vous aussi, merci. J'espère que vous avez trouvé ça autant intéressant que moi. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.